Malartic. Ça doit bien faire une dizaine d'années que je suis pas revenu ici. La première fois, c'était pour tourner le long-métrage « La règle d'or ». À ce moment-là, je pensais aller en Afrique ou en Amérique du Sud pour parler d'exploitation minière. Mais quand un matin, j'ai lu dans le journal qu'en Abitibi, une compagnie allait effacer tout un quartier, 200 maisons, 2 écoles, une garderie, pour creuser la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada, je me suis dit, c'est ici que ça se passe. Puis je me demandais vraiment comment les citoyens allaient traverser cet énorme bouleversement. On vit comme dans une bande dessinée. C'est très gros. C'est inimaginable. On appelle ça le Dubaï abitibien. Ouais. Ben, Malartic, c'est plus pareil. C'est le changement de Malartic, là. Tu sais, là. De quoi ça va avoir l'air, Malartic, dans 10 ans? Eh mon Seigneur, Malartic, dans 10 ans, ça va être la plus belle petite ville qu'il n'y aura pas pour vivre avec tout ce que ça prend, c'est-à-dire en loisirs, en culture, en santé, en éducation, etc., puis avec des bons emplois. Fait que je pense que ça va être très agréable de vivre ici. Je viens d'apprendre que la compagnie allait doubler l'étendue de la fosse. Un agrandissement gigantesque. Alors, j'ai voulu moi aussi creuser davantage. Je retourne à Malartic pour comprendre pour qui, comment, pourquoi ces histoires-là sont possibles. Pour faire un premier bilan, je retourne voir Ginette et Régent. Ginette est coiffeuse. Elle connaît pas mal tout ce qui se passe en ville. Régent, lui, il a été mineur toute sa vie. Puis il faut dire qu'ils habitent vraiment proche du trou. Donc, ils ont vécu des années de poussière, de bruit et 2 sautages, c'est-à-dire 2 détonations par jour. Petit calcul rapide, leur maison a vibré plus de 7300 fois. Donc ça change le paysage, il y avait des maisons. Là. Ouais, j'ai continué quand même assez loin. Là. Mais ça, c'était la première rue de Malartic.
Une des premières, là, parce que la Canadienne était au bout. Non, C'était tout droit. tout droit. C'est ça. Quand je t'ai vu l'été passé, au bout, il y avait une maison qui attendait, les maisons attendaient là. Ah oui, 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 oui. Ben, ils ont toutes passé sur la rue ici. Là. Les maisons ont toutes passé sur la rue. Après l'implantation de la mine, disons, c'est ça, après 2010-2011, ça se passait comment? Ben là, mettons, je te dirais, c'est que tout le mouvement du quartier sud s'est élaboré, là. Puis ça est allé jusqu'en cours. Puis en fin de compte, ben c'est le guide de cohabitation de la mine qui a été accepté par tout le monde. Puis, fait qu'ils ont donné des compensations à tout le monde en ville. Plus que tu étais rapproché de la mine, ben tu avais un peu plus cher en compensation. Ça dépend comment que la minière te nuisait. Puis on devrait en avoir jusqu'en 2027. OK. Encore des compensations. OK. 2027. Mais ça fait que c'est un peu comme le dicton, quand l'argent parle, la vérité se tait. Fait que c'est un peu ça. Fait que le monde, il faut faire attention là, à ce qu'on dit et ce qu'on fait encore par rapport à la mine. Pour vous, la compensation, est-ce que ça avait de l'allure? Comment C'est mettre un plaster sur un bobo, là. C'est ça. C'est mettre un plaster sur un bobo, là. Puis qui n'est jamais réglé, en fin de compte, là. Il me semble la ville de Malartic, le conseil municipal, il aurait dû débattre ça, tu sais, je veux dire, Colin, tu vois la ville baisser, il aurait pu faire de quoi certain, tu sais, je veux dire. Tu sais, moi, je trouve que ils sont pas forcés bien. Ça semblait au départ bienveillant, mais ça n'a pas été ça. Donc, ce qui nous reste, c'est... Le projet est encore en activité, il reste des emplois, mais il n'y a rien de nouveau. Les nouveaux trucs qui ont été construits, c'est des trucs qui avaient été détruits par la mine. On y va? Je pense au début, les gens étaient quand même remplis d'espoir de voir ça comme le boomtown, la renaissance de Malartic. Ça va être aussi gros que c'était avant. On va avoir des bars, des restaurants. Fait qu'il y avait quand même cet espoir-là, je pense, de la population. Fait que, oui, il y avait une lutte à savoir est-ce que ça va être dangereux pour l'environnement. Mais il y avait tellement d'espoir puis d'attente de la population, fait qu'on a comme accepté que c'était un mal nécessaire de voir cette transformation-là. Mais finalement, c'est après qu'on se rend compte qu'on s'est un peu fait avoir comme population. C'est particulier. Parce qu'on voit les bâtiments, il y a rien. Le trois quarts des bâtiments, c'est vide. C'est pas intéressant, c'est inhabité, ça n'a pas d'âme. Ça a fermé, ça a été rénové sommairement pour faire un peu moins laid, mais la plupart des bâtisses qu'on voit sont vides. C'était une grosse épicerie qu'il y avait là avant, qu'on allait quand j'étais petite. Là, c'était un bureau de taxi, là, c'était une patate frite, un dépanneur, le bar d'Édé était là, il a déjà été de l'autre côté. Là, il y avait une pizzeria, il y avait un tic géant, il y avait plein de choses. Là, il reste plus rien de ça, c'est juste des petits fragments de ce que ça a été, là. Je vais me mettre ici, parce que je vais vous montrer quelque chose. Parce que tout ça ici,
l'église qu'il y a là. En arrière, c'était mon école primaire, puis c'était là. Mais tout ça, il n'y a plus rien. Il y avait des maisons en arrière de ces écoles-là, il y avait des rues. Ça fait très bizarre. C'est comme si c'était derrière cette montagne pas naturelle qui était construite ici. On dirait une montagne, mais c'est pas une montagne, c'est de la waste. C'est des résidus miniers. C'est défiguré. Il y a tellement de richesses exploitées de ce sous-sol que, ben, il n'y a pas eu beaucoup de richesses pour la population. Bienvenue à la ville de Malartic. Si vous connaissez le numéro de... Oui, allô? Oui, M. Ferron? Oui. Bonjour, Nicolas Paquette, réalisateur de documentaire. Là. Je vous ai laissé un message ou deux dans les dernières semaines. Oui, j'ai vu ça passer, oui. Est-ce que ce serait possible de faire une entrevue cette semaine? Ben, ça dépend c'est sur quoi votre documentaire. J'attends avoir plus d'informations avant d'être participant à ce documentaire-là. Parce que je sais pas quelle position, quel sens que vous prenez, puis c'est dans quel contexte, puis tout ça, j'aimerais avoir plus d'infos. Mais là, je peux pas vous parler en ce moment, je suis en rencontre avec quelqu'un. Désolé. Excusez-moi. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Je reprends la route. J'épluche des piles de rapports. Je parcours des centaines de pages. Et je trouve, pas très loin de chez moi, à quelques centaines de kilomètres au sud-est de l'Abitibi, une chercheuse qui a arpenté les rues de Malartic pendant des mois. Elle a même fait de l'histoire récente de la ville son objet d'étude. Un terrain exemplaire pour transmettre son savoir. Je vous en parlais dans le cours d'éthique. Le fait qu'on est présent comme chercheur, c'est pas neutre. C'est le fait que ce sujet-là est intéressant, que ce sujet-là présente un enjeu. Et il y a des gens qui peuvent se dire « Oh, ça présente un enjeu, tiens, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ben, par exemple, si je vais à Malartic, j'ai rencontré le maire, pas pour lui demander la permission de faire ma recherche, mais pour lui dire « Salut, je suis là, je suis anthropologue, je travaille pour l'Institut national de santé publique. Vous allez me voir déambuler, vous allez me voir poser des questions, vous allez me voir dans le village. Non, j'habite pas ici à long terme, mais à court terme, je suis ici. » Le but, c'est que vous enleviez les soupçons qui seraient des interprétations de ce que vous pouvez faire ensuite sur le terrain et qui pourraient mener les choses à mal. Mais même ici, au Québec, des fois, on se retrouve dans des situations où on devient des soupçons. Puis à Malartic, par exemple, bien, personnellement, j'ai été suivie tout le temps que j'ai fait mon observation participante. Donc, j'arrivais, je logeais pas là, je logeais dans un chalet dans un autre village. Mais quand j'arrivais le matin, il y avait bizarrement un pick-up
qui apparaissait derrière moi et qui se mettait à me suivre pendant toute la journée. C'était pas dans ma tête. Non, Christian, c'était pas dans ma tête. Et, le lendemain matin, il réapparaissait, toujours le même pick-up. Donc, on me posait pas de questions, mais je me sentais accompagnée, pas pour ma sécurité nécessairement, pour savoir où j'allais, à qui je parlais, qu'est-ce que je fréquentais, qu'est-ce que j'allais faire. Mais, tu sais, je me disais, mais on n'a pas le droit de contrôler les balises de ma recherche. Donc, à Malartic, qu'est-ce qui arrive? Autour de 2004-2008, on annonce qu'on découvre un nouveau processus technologique qui permet de retourner dans les galeries où il restait des micro-filons d'or, de retirer ces roches-là et par le traitement des électroaimants, de retirer les poussières d'or qui restaient dans la roche pour en faire de l'or, finalement de l'or vendu sur le marché. Quand on se met dans le contexte de l'époque, bien, finalement, on était dévitalisé. Donc, un nouveau projet arrive, un projet minier de surcroît. Bien, qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Ils sont contents. En général, ils sont heureux. Donc, la première réaction, c'est « Oh, enfin, on va retrouver notre santé économique. Enfin, on va retrouver notre fierté aussi. » Par contre, cet « enfin-là », ne s'est pas accompagné de beaucoup de questions. Oui? Donc, si je comprends bien, le projet n'a pas eu son acceptabilité sociale. Le projet, initialement, avait une acceptabilité sociale. Et c'est plus tard que cette acceptation sociale-là est devenue de plus en plus remise en question par une partie de la population. Et oui, exactement, ceux qui subissaient les impacts. Donc, devant l'ampleur des impacts qui étaient racontés, bien, le directeur de santé publique a dit, bien, ce qu'on n'avait pas fait avant le début du projet, on va le faire maintenant. On va mesurer les effets, on va mesurer les impacts, puis on va essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. La minière y est pour quelque chose, mais c'est aussi le rêve d'avoir une mine. C'est ça aussi, là. Tu sais, s'il y avait eu une réelle réflexion sur les impacts que ce genre de projet-là amène. Puis, tu sais, c'est pas dur à avoir, là. Il y a plein de littérature là-dessus, là. Tu sais, c'est pas nouveau. Moi, ce que j'ai fait comme recherche, là, c'est une de plus, là. Donc, tu sais, s'il y avait eu une réelle réflexion avant sur les impacts possibles, qu'est-ce que ça peut causer? Quels sont les facteurs qui font que ces impacts-là risquent d'arriver? Tu sais, et que là, bien, sérieusement, les gens avaient dit, bien, essayons, avant que ça arrive, de réfléchir sur comment les atténuer, comment les empêcher, comment renforcer les facteurs plus vulnérables. Tu sais, s'il y avait eu vraiment ce genre de réflexion-là avant, pas juste là une évaluation environnementale où tu coches les cases, puis ça y est, ça passe, là. Mais tu sais, une vraie réflexion avant, bien, il y aurait eu des choses évitables. Il y aurait eu plein de choses évitables. Après ce détour en bord de fleuve, j'ai rendez-vous à Montréal, avec celui qui a parti toute cette affaire. Il m'ouvre les portes de son bureau, bien planté au centre-ville. C'est devenu une sorte de héros dans le monde de l'exploration et maintenant de l'exploitation des minerais en tout genre. Je l'ai pigé en grande partie dans ma collection. La mine Renard, d'autres échantillons ont été des dons de d'autres compagnies minières, par exemple. Alors, ça fait un bel inventaire de... Vous faites des soirées pour vous échanger des échantillons. Oui, en tout cas, les géologues. pas les ingénieurs, ni les comptables, ni les avocats. Ça, c'est le goût de diamant qui est là. C'est un diamant naturel qui sort de la mine Renard.
un ancien gîte de cuivre dans l'Angava, qui s'appelait Pio. Mine Gaspé, qu'on tente, on espère pouvoir réouvrir, que ça fait une belle collection. Mais on voit quand même des échantillons, voyez-vous, de l'or natif ici. C'est très rare, riche comme ça, c'est très rare comme ça. Donc ça, c'est du minerai de Canadien de Malartic, ici au centre. Et ça, une reproduction de la première brique d'or qui est sortie de Malartic. Puis l'ingénieur, le gérant de la mine a généreusement inscrit nos noms dans la brique. C'était mis dans la brique originale, qu'on a tenté de garder pendant 2 ans de temps comme lingot historique, mais les auditeurs nous ont forcé à l'ajouter dans l'inventaire d'actifs. Ça vaut quand même presque $1 million. Can you first tell me a little bit of your story, where you come from? Oh, personally? Yeah. Oh, I'm born and raised in Châteauguay, South Shore, Montreal. Grew up bilingually. My mother was French, my dad was English. And did my primary school in French, and eventually high school switched to English. And after that, CEGEP McGill in English, and I graduated in geology. And I wanted to be a geologist when I was 8 years old, so followed through. I've always been very passionate about earth sciences, and it's great because it's geology is a never-ending story. Each project is different, takes you to a different part of the world, and it's always a different adventure. So, can you tell us a little bit how it works when you're looking for financing? You have drilled, you have your first result, and then you need more money. Always, yeah. So you go and you knock at some doors. In the earlier stages of a project, certainly up until feasibility, you have to do equity financing, so you have to issue shares. So your lifeblood is your share price, which requires a lot of marketing. If your share price doesn't perform, you end up in a situation, a vicious circle, where you're just diluting. So in an ideal world, you're adding value, you're creating value, share price goes up, and so you can finance until you have a proven project. And then when you're ready to build a mine, which means having your government permits, then you can do debt financing, essentially borrowing money from banks and all kinds of organizations and funds. In the first stages of financing, was the Quebec governments there, or? Yeah. Yeah. Yeah, there are many Quebec institutions. Quebec's a fantastic province to build mines in because there are several institutions in Quebec who finance mining projects, the good ones. And I can tell you, for the Quebec institutions, the first Osisko and KML Arctic was, very lucrative. When we started the project, we were trading at 20 cents. We peaked in 2011, 8 years later, at $32. So, any investment that goes from 20 cents to $32 is obviously very lucrative for any institution, including the government institutions. Bienvenue à Investissement Québec. Nos bureaux sont présentement fermés. Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Laissez un message après la tonalité, puis raccrochez. Oui, bonjour, c'est Nicolas Paquette. J'appelle pour avoir une entrevue avec quelqu'un d'Investissement Québec pour un film documentaire. Donc, je vais attendre votre retour d'appel. Merci.
Si la mine de Malartic est très rentable pour les actionnaires et pour le gouvernement, quand je fouille un peu, je vois bien que c'est pas toujours le cas. Depuis le début de ce siècle, Ressources Québec, une branche du gouvernement, a perdu de l'argent dans 11 des 13 projets où elle a investi. J'apprends aussi sans trop de surprise que devant les profits extraordinaires du projet, 2 plus grosses entreprises aurifères décident de prendre le contrôle de la mine. Ils passent par-dessus les dirigeants et font une offre hostile et alléchante aux actionnaires, et voilà le partenariat canadien-malartic qui est né. J'en croise la façade là où je m'y attendais pas vraiment. Je me rends bien compte que faillite, rachat, vente, acquisition, ça semble monnaie courante dans le domaine des mines. Pour y voir plus clair dans toute cette affaire, je vais rencontrer l'autrice du livre « Le droit du plus fort ». Avec ses collègues de la maison d'édition Éco-Société, elle a lutté pendant des années contre la géante minière Barrick Gold. Que cette affaire-là, je voulais y revenir parce qu'elle est emblématique des ressorts qu'offre l'ordre juridique à une certaine classe dominante pour asseoir ses intérêts. Il s'agissait de montrer justement qu'aujourd'hui, elle fait sa loi et qu'elle a pour elle l'usage de la force du droit. C'est ça, le droit du plus fort. Et quand on touche aux minières au Canada, on est tout de suite dans le cœur du pouvoir. Le projet économique du Canada, c'est d'être le pays au monde le plus attrayant par rapport aux investissements puis aux projets d'exploitation dans le domaine des ressources. C'est le projet économique du Canada. Donc, dès qu'il est question des minières, déjà, on touche au Canada quelque chose de très particulier. C'est sûr que tout ce qui concerne le monde judiciaire, moi, je l'ai vécu comme une rencontre avec le pouvoir. Je l'ai souvent décrit comme ça, une espèce de voyage initiatique dans le monde des puissants. Concrètement, par exemple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? C'est-à-dire que tout est question d'argent. C'est des hordes d'avocats, là, de l'autre côté. Là. C'est des équipes et qui sont payées 900 000 $ de l'heure. À l'époque. Je n'ai pas révisé mes chiffres 10 ans plus tard. De manière générale, dans la hiérarchie, disons, de prestige là, des professions juridiques, on peut compter que plus une spécialité repose sur des considérations altruistes, là, où s'adresse à des gens socio-économiquement défavorisés, vulnérables, les femmes, les migrants, les travailleurs, les locataires, plus elle est bas sur l'échelle du prestige. Donc, en haut de l'échelle du prestige des professions juridiques, on retrouve tout ce qui a trait à l'entreprise. Droit bancaire, droit des affaires, fusion-acquisition, droit des mines. Donc, sur les grands cabinets, là, si vous allez sur les sites Internet, droit minier, c'est toujours piché dans les premiers... Avec des lettres dorées. Avec des lettres dorées, voilà. Who was the owner before, and how did you end up being the owner of the mine? The mine site was in receivership with Raymond Chabot here in Montreal, bankruptcy trustee. It's been interesting thing about bankruptcy law in Quebec is that if the trustee fails to sell an asset, in other words, nobody wants it, it goes back to Curatelle Publique du Québec, and then the Curatelle tries to dispose of it the best they can. If all fails, eventually it retrogresses back to the government. So when we looked at this, we thought, well, there's a huge environmental liability on this site. Nobody believes really in bulk tonnage gold in Abitibi, so nobody's going to bid on this. It was a gamble. And so we offered $50,000. And in a situation like this, it's interesting. By law, a trustee doesn't have to accept a $1 offer,
But if it's the only offer they get, you get to take them to court and ask them why they didn't sell it to you for $1. Now, of course, you're not going to insult them by offering $1, so we offered $50,000 and didn't hear a word from them. And about a month later, I walked into the office and the sales deed had been FedExed to me and it was ready to go. When you realized that there would be about 200 houses, what was your first thinking about this? It was, oh my God, what have we done? But yeah, it was not obvious in terms of the viability of doing this. And obviously it required the full collaboration of the majority of the people in town. We always had about 85% support. So any large project, you'll never get 100% support. Any election, no politician ever gets 85% support. So the whole concept of social acceptability at the end is, what does it mean? Is it 60%, 70%, 80%? We like to think that it's north of 80%. Allô? Bonjour, c'est Nicolas Paquette pour le projet de documentaire. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je voulais regarder donc si c'est possible de fixer un rendez-vous, de trouver un moment pour une entrevue. Nous, on revient à Malartic la semaine prochaine. Parfait. Ben, écoutez, je reprends tout ça en note. On va continuer de faire cheminer la demande. Parfait. Comme je vous dis, moi, je garantis rien, mais je vous reviens là, que ce soit positif ou négatif, je vous donne des nouvelles. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Bienvenue à la ville de Malartic. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre. Réception d'Hôtel de Ville, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour parler au maire Ferron. Monsieur Ferron n'est pas arrivé encore. Est-ce que je peux prendre le message? C'est Nicolas Paquette pour le film documentaire. Il peut me rappeler, D'accord. il peut me rappeler cet après-midi. Hein. Aussitôt qu'arrive, je lui fais le message. Merci. Au revoir. Mais de rien, bonne journée. En plein cœur du tournage, de nouvelles données, des rapports inédits font surface sans arrêt. Il y a pourtant une série d'enquêtes que je ne peux pas ignorer. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'enquête? Mais c'est parti d'une question. On se disait, c'est qui les pollueurs en série? C'est qui les contrevenants environnementaux, ceux qui cumulent le plus d'infractions? Puis là, c'est là qu'on a vu que la mine de Malartic, c'était elle qui était au sommet, tant par les montants, 873 000 $. Puis c'est elle aussi qui en avait le plus. Ce qu'on reprochait à la minière, c'était des normes de bruit qui n'étaient pas respectées. Donc, du bruit plus fort dans des moments où il n'y aurait pas dû, notamment la nuit. Donc, il y avait des sautages mal contrôlés et plus fréquents que ce qui était autorisé. Mal contrôlés, bien, c'est parce que, notamment, ça faisait qu'il y avait des projections de roches chez les voisins. Les entreprises voisines recevaient des roches, ce qui peut être très dangereux. Il y avait aussi des émanations de gaz toxiques, donc le dioxyde d'azote. Et ça, c'est ce qui fait des nuages orangés. Le rapport à Carl. Ouais, ça, c'est beaucoup la liste de tous les sautages qui sont au-delà
Oui, il y en a quand même quelques-uns. Oui, en fait, il y a 61 sautages qui ne respectaient pas les normes. Ça, c'est juste 2011-2012. Oui. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut aller chercher plus d'infos. S'il y a eu des condamnations, c'est qu'il y a eu des enquêtes. Fait que j'ai demandé les rapports d'enquête au ministère, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui fait l'enquête. Et j'ai finalement obtenu ce rapport-là pour me rendre compte qu'il n'avait jamais été rendu public avant. Et c'est une grosse enquête qui a été faite du ministère de l'Environnement et qui s'est terminée en 2015, qui a mené aux dernières condamnations de 2017. Est-ce que vous avez été quand même pas mal impliqué ou vous aviez décidé de... Bien, au début, j'étais comme impliquée, puis à un moment donné, je te dirais que les blessures étaient trop profondes, là, puis ça m'agressait trop. Fait qu'en m'agressant, ben, pour ma santé, mettons, santé mentale, comme on peut dire, ben, j'aimais mieux me tasser que de me refaire blesser tout le temps, là, à des refus, là. C'est beaucoup de refus, là. Puis Régent était malade avec, fait que tout ça m'a fait que j'ai reculé, là. Tu sais, la maladie fait que tu te calmes un peu, là, parce que... Ben, c'est ça qui arrive autour, c'est que c'est un gros stress, parce que, quoi, depuis 1960, 62, 63, que je suis à Malartic, puis mes parents, ils ont resté ici, puis... tu vois que on se fait tasser là, par une minière, puis c'est malheureux. Je travaillais dans les mines, ces affaires-là. Puis des fois, ben, à force de dire ton point de vue, c'est comment je dirais ça, j'ai été comme tassé à cause de ça, là. Ici, là, on est avec d'autres mondes et tout tenir sa langue un peu, ou faut... C'est ça. Oui, parce on a quand même toujours une étiquette dans le dos. On est pointé. On est pointé, qu'on est un peu les chialeux du quartier sud, là. Quand même, si c'est réglé, moi, ça ne m'empêche pas de dire qu'est-ce que je pense. Puis, en plus, j'envoie des courriels à la mine, mais ils me répondent. Par exemple, j'ai des réponses. Quand je pose des questions, ils me répondent. Fait que, tu sais, là-dessus, bien, c'est toujours des demi-vérités, là, mais... Ils me répondent, quand même. J'ai quand même une communication avec eux autres. Pareil, là. Mais des plaintes de gouvernement, tu peux plus en faire parce que quand tu fais des plaintes, ben ils disent que c'est des plaintes abusives. Fait que ça sert à rien. Fait que quand je fais une plainte, ben je passe directement par la mine. Fait que t'as pas le choix, mais c'est le même. Je sais pas si les autres, ils l'envoient au ministère, mais pour tout de suite. Mais si on les envoie au ministère, ça donne absolument rien. Absolument, ça passe comme ça. Ça paraît plus. Puis il y a un autre volet, parce que là, c'est de l'enquête du ministère, mais il y a aussi, donc, toutes les plaintes de citoyens aussi. Mais c'est ça aussi qui est particulier là-dedans, c'est que pendant que tout ça arrive, le ministère enquête et les délais sont longs. Et juste entre 2011 et 2012, sur une période d'1 an, il y a 714 plaintes qui sont faites par la population. Et donc, le ministère, en 2012, enclenche une enquête. Ensuite, ils vont faire des perquisitions fin 2012. Le rapport d'enquête est terminé en juillet 2015. Donc, ça a donné quoi à cette population-là qui s'est plainte? Bien, qu'est-ce que ça donne? Ça prend trop de temps. Et c'est ça qui fait que, dans le rapport qui vient d'être déposé là, de l'INSPQ,
rapport ethnographique sur la situation de la population à Malartic, qui a analysé les années 2013 à 2020. Ce qui constate, c'est ce qu'on m'avait dit aussi quand j'ai enquêté sur le dossier, c'est qu'il y a une perte de confiance envers les autorités, envers le ministère de l'Environnement. Parce que les gens ne se sont pas sentis protégés. Le ministère de l'Environnement n'a pas été le chien de garde qu'il aurait dû être. Décembre 2014, on est retourné, toute l'équipe de recherche avec la santé publique pour présenter les résultats finaux à la population puis aux acteurs de la société civile. Et quels étaient ces résultats finaux-là? Ce qu'on a trouvé, entre autres, c'est vraiment un fort déficit démocratique. Donc, l'immense difficulté qu'avaient eu les gens à partir du moment où la minière s'est annoncée jusqu'au résultat de l'étude, on pourrait dire jusqu'en 2013 peut-être, qu'il y avait vraiment une difficulté pour eux de parler de la situation, d'émettre des questions, même pas des critiques, que ces éléments-là, ils se faisaient très rapidement rabrouer, ils se faisaient ostraciser, donc mettre de côté dans leur groupe, dans la population. Puis quand on est un ville de 6 000 habitants, bien, la mise de côté, elle a un impact important. Donc, finalement, les gens avaient opté pour une omerta ensemble pour ne plus parler de ce qui se passait à la mine. Donc, ça a vraiment été un élément très important. Même après ça, j'ai continué à réfléchir sur comment on peut être citoyen puis travailleur minier en même temps dans ces endroits-là, parce qu'à quelque part, on met de côté nos droits de citoyen de poser des questions ou de soulever des points sur lesquels on n'est pas satisfait. On met ce droit-là de côté parce qu'on veut conserver notre emploi, puis la paix sociale aussi, c'est les deux en même temps. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y avait aussi le volet de l'immense clivage qui se passait et qui mettait aussi à mal les liens sociaux. Donc, tu sais, dans une communauté, les gens ont besoin d'entraide, ils ont besoin de leurs voisins, ils ont besoin de se sentir qui ont des relations avec les autres, que si ça va mal, on peut compter à quelque part sur quelqu'un. Si on trébuche sur le trottoir, quelqu'un va au moins venir voir si on a besoin, mais que finalement, les tensions qui étaient vécues enlevaient beaucoup de ces petits liens-là, des liens faibles qu'on appelle en socio-anthropologie, mais qui sont nécessaires pour une vie communautaire, finalement. Donc, il y avait aussi un repli sur des sous-groupes, un repli sur des sous-communautés. Nous, on a été approchés par des citoyens de Malartic, fin 2015-2016, qui nous ont décrit de fil en aiguille les préjudices, les nuisances qu'ils vivaient, puis les difficultés de cohabiter avec cette mine-là qui était tellement proche de chez eux, puis c'est pas qu'ils voulaient faire fermer la mine, mais ils voulaient vivre. Quelle a été ta première impression au fur et à mesure que tu prenais connaissance de ce qui se passait? Bien, ça nous semblait un peu insensé qu'il y ait une mine à ciel ouvert aussi grande
avec une aussi grande proximité d'une ville, bien que ce soit une ville minière historiquement, essentiellement, jusque-là, il n'y avait eu que des mines souterraines. Ça vient, c'est sûr, avec son lot de risques pour les travailleurs, une mine souterraine, mais par ailleurs, ça ne cause pas vraiment de nuisances, ou en tout cas beaucoup moins qu'une mine à ciel ouvert, surtout avec une si grande proximité. Donc, de se plonger là, au fur et à mesure dans leur récit, c'est sûr que tu as juste envie de les aider, de trouver une façon de les aider pour qu'ils retrouvent une vie paisible. Mm-hmm. Ouais, attends, il y en avait. Bon, là encore, un courriel. Je viens d'apprendre que la fin de semaine nous indique clairement que nous ne maîtrisons pas les méthodes pour assurer l'élimination de projections de ce genre. Imaginez un instant que cette projection avait été du côté de la ville. Ça, c'est vraiment des... Qui a écrit ces... Ce courriel-là, c'est... Sans nommer le nom, là? Mais... Ben là, c'est des cadres. C'est des échanges de cadres. Et là, ils apprennent qu'il y a eu un sautage avec des projections de roches qui ont été chez les voisins. Donc, on sent qu'ils ne maîtrisent pas les méthodes, en tout cas pour faire des sautages en règle. Il y a un moment, il y a clairement un courriel qui fait référence au fait que si on arrête la production la nuit, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et on savait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de plaintes pour le bruit la nuit. Donc, est-ce que c'est en lien avec trop d'opérations la nuit? Tu sais, ce courriel-là nous montre quand même qu'il n'y a personne qui veut arrêter la production la nuit parce que ça coûte X $. Puis là, je dis X parce que ce montant-là a été caviardé dans le document qu'on m'a remis. Donc, on comprend que c'est quoi les préoccupations. Et c'est ça qu'on sent que l'information, on veut pas qu'elle se rende jusqu'au ministère et qu'on soit trop scruté parce que c'est les premières années de la mine. C'est comme important d'aller vite puis d'aller chercher peut-être son investissement, de rentabiliser les opérations. Comment est-ce que les citoyens ont vécu ces démarches-là? Les recours pour les citoyens en environnement, ils vivent toujours ça difficilement. C'est toujours des longs combats. Nous, on est habitués d'avoir des procédures judiciaires qui sont lentes. Mais les recours en environnement, les gens continuent la plupart du temps à vivre les nuisances au quotidien. Quand on habite dedans, quand on les vit au jour le jour, on a hâte que ça finisse. Puis chaque jour de plus, chaque délai supplémentaire, eux, ils vivent. Nous, on l'attend, tu sais, le dossier, il est là, puis on travaille sur autre chose entre-temps. Is there anything else you would like to tell us about the whole experience? Yeah. Well, it was obviously it's a life-changing experience when you start on something like this, and all of a sudden you end up with a $1.5 billion project to manage. From an environmental, social point of view, all the negative media that we had to live through at the time, it was quite difficult, but it was a huge challenge, and ultimately, you have to proceed with absolute conviction that what you're doing is the right thing. It's going to create jobs, wealth, and so on. To some people, that's not an important criteria. We had environmental groups tell us, well, so what? You're creating future unemployed people because the mine only lasts so many years. I mean, we heard so much nonsense.
if you took that attitude, well, nobody should be doing anything, right? Because ultimately, all jobs expire, nothing is permanent. So the whole idea is to create the wealth, do the best you can so that the wealth does get redistributed in a proper fashion between shareholders, government, and society in general. And, it's a basic philosophy that certainly in the mining industry we all strongly believe in. And it's not just a financial point of view. I mean, we need metals. A society cannot live without metals. And mining feeds everything we live in, from concrete to glass to, your cell phone and so on. I mean, there are 18 different metals in your cell phone. That's 18 different mines somewhere on the planet. Les mines, ils veulent pas de monde sur leur terre. C'est privé. Les claims, c'est à eux. Ici, comme l'église, ils ont creusé avant de la bâtir, là, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'or, là. Quand le terrain est déterminé et que l'église, elle va être là, bien, c'est là qu'elle va être la ville. Intéressant. Mais une que j'aime bien. Ça, c'est la carte qui a servi à l'incorporation. 25 juillet 1938. Voilà. Pour vous, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a fait que vous avez dit « OK, on va écrire un livre ». C'est l'urgence. C'était que là, ça allait très, très vite, là. Fait que... Pas mal 2008, là. Tu sais, quand ça a commencé à creuser le trou, puis les maisons... Là, Nicole a dit, faut écrire l'histoire de Malartic. Parce qu'on avait plein de relevés. On relevait plein de choses sur les commerces qui avaient existé, tout ça, au fil des ans, les hôtels et tout ça. Puis là, il y avait les écoles qui disparaissaient, là. C'était... quelque chose, toutes les générations qui avaient vécu de 1939 à 2009, pendant 70 ans, étaient passées par ces écoles-là. Là, il y avait les gens, même quand ils quittent, les gens, ils restent très attachés à leur lieu de naissance. Puis là, ils voyaient que leur maison d'enfance allait disparaître. Avant qu'ils soient disparus, on va écrire. C'est la Gazette officielle, le texte d'incorporation. De la ville. Oui. Le conseil était formé d'anglophones et c'était des comptables de chacune des mines. Le maire était un ingénieur. C'est lui qui a parrainé l'incorporation avec la mine. C'est le Canadian Malartic qui a attendu que la Canadian Malartic Gold Mines Limited, corps politique, légalement constitué. Alors, la mine a bâti son village
pour ses besoins. À l'époque, les mines, ils veulent avoir leurs ouvriers proches. Fait qu'ils voulaient le village proche, parce que les gens sont à pied. Alors voilà la palpitante histoire des débuts d'un village minier. C'est pas mal tout le temps comme ça. Nos parents sont arrivés, moi, mon père est venu comme la première fois en 1938. Là, il avait besoin des services. Là, mon père était plombier. Il est venu avec son père. Il avait 20 ans là, à ce moment-là. Fait que le 23 juin 1938, là, mon père arrivait en ville. Là. Puis ton père, toi, il est arrivé... En 35. Puis là, c'est le bouche-à-oreille. Les autres, ils venaient du Nouveau-Brunswick. Toute la famille de mon père, gars et fils, y compris les grands-parents, tu sais, c'est ça. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Puis là, c'était de l'or. Ah, est-ce qu'on vient d'entendre une détonation, là? Hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je l'entends jusque chez moi aussi. Ouais, parce qu'on est loin, on commence à être loin. Oui, c'est ça, je réalise. Est-ce que tu peux me raconter un peu les mines qui vont assez rapidement fermer? La population de Malartic, en 60, le recensement il y a presque 7 000 personnes. Puis en 66, c'est tombé à 5 000 quelque chose. La ville, je pense qu'ils ont tout essayé. Mais les mines, eux autres, ben, ils partent. Ils laissent tout ça là. Ils payent des taxes un peu tant que les bâtisses sont là, mais une bonne fois, ils démolissent les bâtisses, puis ils n'ont plus de taxes foncières à payer. Fait que la mine, la ville, n'a plus de revenus, là. 35-40 ans là, qui étaient durs, là. Les gens partaient, les commerces... Il y avait de moins en moins de commerce. C'était d'une tristesse sans nom. Les vitrines placardées. C'était un climat, on sentait le climat, c'était lourd. Oui, bonjour, c'est Nicolas Paquette. Vous allez bien? Ah, bon, M. Paquette, on réussit à se parler. Je ne vais pas perdre votre temps. Oui. Moi, si vous êtes pour faire un documentaire, puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez, là. Si je relate les dernières années, j'ai pas d'intérêt. C'est ça m'intéresse. Merci beaucoup, M. Paquette. Bonne continuité dans votre projet. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you for calling Sprott Money, the most trusted name in precious metals. If you know your party's extension, you may enter it at any time or select from the following menu options. For sales, press 1. For order inquiries, press 2. For all other inquiries, please press 0 now. Did you know that Sprott Money stores millions of ounces of bullion for our clients? Store your precious metals in one of our 6 high-security locations around the world today. Oui, bonjour, c'est Nicolas Paquette au sujet du film documentaire, oui. Donc, écoutez, en fait, on voulait juste avoir des précisions sur les questions que vous voudriez poser à quelqu'un de chez Investissement Québec. Est-ce que ça touche l'exploration minière, l'exploitation minière? Est-ce que c'est vous qui produisez le documentaire en question? Oui, moi j'ai ma propre boîte de production, oui. Puis aussi, si vous donnez une petite idée là, du synopsis, parce que dans le fond, c'est une chose de vous donner de l'information,
Puis ou par contre, tu sais, d'accorder une entrevue devant caméra qui va se retrouver dans un produit final, ça c'est autre chose. Ça va où? C'est beau. Il y a 10 ans, 15 ans, il y a de l'ouvrage à la masse, oui. C'est comme si on avait pris la ville, on l'avait mis dans un sac, on l'avait brassé, puis on l'avait redistribué un peu dans le nouveau quartier. Pas sûr, moi, que ça a été si bon que ça pour la ville. Parce que si tu regardes en ville, tout est fermé. Puis eux autres, ils se prenaient un peu pour le bon Dieu, si on veut dire. Là. Ils savent tout mieux que tout le monde. C'est quoi tes premiers souvenirs du salon? Mes premiers souvenirs, c'est les conversations... moi qui écoute les conversations des adultes, des clientes de ma mère, que j'ai vu, qui m'ont vu grandir et que moi j'ai vu vieillir. Quand on est sur la chaise d'une coiffeuse, bien, on se raconte, on se dit nos petits secrets. Fait que moi, j'ai été témoin de ces petits secrets-là. Donc, c'est sûr que c'est pour ça, après ça, que j'étais en travail social pour essayer de résoudre certains problèmes ou du moins apaiser certaines souffrances entendues, observées. Puis après avoir étudié en sociologie pour comprendre le monde, d'où ça vient, ces dynamiques relationnelles-là. Je pense que c'est né de mes observations tout d'abord au salon de coiffure de ma mère. Le moral de la ville allait avant avec le prix de l'or. Ça a toujours été ça, par exemple. Je dirais que c'est une ville minière, hein? Fait qu'il y a des hauts puis il y a des bas dans l'industrie minière, là. Fait que quand l'or va bien, c'est sûr que les gens ont plus de travail, fait que là, le monde dépense plus. Mais puis quand l'or redescend, là, c'est un petit peu la panique, hein? Parce que les mineurs ont quand même, ceux qui travaillent dans les mines, là, ont quand même des bons salaires. Fait que, mais quand tu perds ta job, là, ça fait plusieurs années, par exemple, que c'est bon, là. Oui, c'est assez étonnant. Oui, c'est même étonnant, là. Mais le rapport social, le rapport entre les humains est conditionné par le prix de l'or. Donc, c'est comme si ce minerai-là conditionne comment on agit avec l'autre personne devant nous. Le prix de l'or a un impact sur le niveau de détresse ou de bien-être d'une population et c'est incroyable à quel point on peut l'observer dans des petites villes minières comme ici. Je pense que c'est assez coupé. Non, mais c'est juste la pointe. Regarde. T'as coupé mes cheveux, là. Je peux les couper ici, puis encore, regarde, je peux non, faire. Bon, je tombe à terre. Tout est gigantesque. Tu sais, j'ai été même la visiter, la mine, là. Puis, quand tu visites, là, c'est comme tu dis, ça a comme pas de sens, la grosseur. Tu sais, c'est gigantesque, tout est gros. Puis tu dis, l'autre côté, il y a une petite ville. Tu sais, là, c'est... Puis tant de richesse, puis
puis qu'on peut avoir encore de la pauvreté à Malartic. C'est ça que je comprends pas, là. Tu sais, il y a juste l'autre bord de la montagne, la richesse, puis ce côté-ci, il y a encore de la pauvreté. Fait que... Justement, l'autre fois, on filmait la mine de l'observatoire, puis il y avait une personne qui faisait le tour des poubelles dans le parc pour ramasser les bouteilles vides. La pauvreté puis l'extrême richesse qui... Ouais, qui se côtoient, hein? Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, la justice puis l'injustice, tu sais, fait qu'on pourrait tous bien vivre, puis il y a de la pauvreté. Tu sais, c'est juste 2500 personnes. Tu sais, là... Fait que c'est ça. C'est même pas une dénonciation totale en disant on met fin aux mines, là. C'est même pas ça. C'est juste de vouloir redistribuer la richesse, de vouloir que pas tout soit détruit, faire attention à l'environnement, au paysage, au son, à la poussière. C'est juste, voulez-vous faire les choses de façon éthique, de façon correcte. C'est juste ça que mes parents ont revendiqué, là, la justice. Donc, c'est même pas ça qui a été compris, parce que quand on dénonce, c'est comme si on voulait faire fermer les mines, alors que c'est pas ça. C'est juste un compromis pour pas rendre malade la population, puis de redistribuer la richesse un petit peu. Ce qui était désolant, en fait, c'est que les organismes communautaires ont soulevé le fait que on n'avait plus le droit de parler des problèmes sociaux de Malartic parce que la ville était présentée comme en pleine renaissance, en plein regain, en plein mode de fierté, puis on peut pas le nier. Mais il disait à cause de cette ambiance-là, on ne peut plus parler de ce qui va mal. Puis les mauvais côtés sont quand même importants. Il n'y a aucune solution qui était vraiment considérée pour ces aspects-là. Comment est-ce que, devant les moyens, les stratégies que les avocats et la minière mettent en place, le citoyen, mais comment est-ce qu'il peut garder une forme d'espoir qui va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a des chances à quelque part? Ou... Bien, ça, je pense que c'est une des erreurs qu'on a commises. C'est que nous, quand ils nous ont parlé au départ, les citoyens, c'est tellement évident pour nous qu'on s'en allait vers une victoire avec... On n'a jamais vu une pile d'avis de non-conformité aussi épaisse. Donc, ce qu'ils nous décrivaient, ça nous semblait une évidence qu'on allait gagner. Puis on a peut-être monté les attentes, justement, de façon irréaliste. Puis surtout, ce à quoi on ne s'attendait pas, qui nous a surpris, c'est le changement des règles du jeu par le gouvernement. Donc, le changement de décret en cours de route, ça a complètement changé les choses. Ça a complètement changé les rapports de force. Puis ça a découragé les gens, c'est bien évident. Donc, au départ, quand tu as un jugement sur une injonction interlocutoire qui dit oui, vous avez un droit clair, bon, on peut dire aux citoyens il y a de l'espoir, puis quand on va arriver à demander une injonction permanente, on va l'obtenir. Le juge a dit qu'on avait un droit clair. La Cour a quand même reconnu qu'il y avait un droit clair, effectivement, à ce que les dépassements cessent, à ce que les normes de bruit soient respectées. On est en avril 2017, 6 ans après le début des opérations. 2 jours après ce jugement, le gouvernement publiait un décret qui venait non seulement autoriser la mine à doubler sa capacité d'extraction, doubler le projet, mais qui venait aussi faire éclater ce cadre réglementaire qui avait toujours prévalu, qui permettait finalement à la mine d'outrepasser outrancièrement les seuils, les limites qui avaient été jusque-là, qui étaient jusque-là en vigueur, qui sont celles qui s'appliquent à toutes les entreprises, c'est des limites telles qu'on les retrouve dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ou de la Commission européenne. Mais quand 3 jours plus tard, on apprend qu'il y a un décret qui vient augmenter les limites de bruit permises, c'est dur de garder cet espoir-là, leur foi. Ouais. Puis le décret, c'était, il faut le dire, juste pour Malartic. Ah, absolument.
En fait, le gouvernement venait admettre par là qu'il perdait le bras de fer contre la minière. Il venait légaliser ce qui hier était encore une infraction. Il y a une représentante du ministère de l'Environnement qui a dû témoigner en cours à propos de ce décret et qui a admis à demi-mot qu'effectivement, ils avaient eu les mains liées, que le ministère avait dû plier devant la volonté tyrannique de la minière et qu'à défaut de changer la réglementation, il aurait été dans l'obligation de continuer à envoyer des avis de non-conformité en vain. Et ça nous a vraiment scié les jambes parce qu'on a dit, mais si le gouvernement peut changer les règles du jeu au fur et à mesure, en fait, à quoi bon essayer de faire appliquer ces règles-là? On va jamais réussir à gagner la partie. Et donc, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on réfléchit. On a décidé de contester le décret, donc de faire un contrôle judiciaire qui est de dire à la Cour, le gouvernement, quand il a pris ce décret, selon nous, a agi de façon déraisonnable, n'a pas suivi un processus qui était intelligible ou compréhensible, qui était déraisonnable, et on demande l'annulation du décret. Donc vraiment, là, on a fait d'abord l'action collective, ensuite l'injonction, ensuite le contrôle judiciaire. Ça a été des années de démarches judiciaires où on est allé très souvent à Val-d'Or, où les citoyens nous ont suivis, là, la salle d'audience, il y avait toujours du monde, mais des très longues démarches. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une forme de leçon à tirer de ce qui s'est passé là? Ou... Oui, ben moi, j'ai beaucoup réfléchi dans les mois qui ont suivi parce que au même moment, là, j'étais impliquée aussi dans l'action collective contre Anacolor, une usine de peinture sur métal à Québec, à Cap-Rouge. Puis celle-là s'est terminée aussi par une entente qui a été considérée comme une victoire parce que l'usine a finalement déménagé grâce à un prêt de 9 millions de dollars du gouvernement du Québec. Puis, dans ma tête, j'avais de la difficulté à réconcilier comment le gouvernement pouvait avoir aidé les citoyens à justement retrouver une meilleure qualité de l'air à Cap-Rouge, puis de les avoir comme ça abandonnés en Malartic. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement malheureux de savoir que tous les citoyens au Québec n'ont pas le droit à la même qualité de l'environnement. Se retrouvent abandonnés 2 fois, et par la puissance publique et par le système judiciaire. C'est pas anodin que ça soit à ce moment-là qu'ils aient considéré de dire, ben oui, on va régler leur cours. Ce qu'on appelle fort abusivement, à mon avis, en pareil cas, des ententes à l'amiable, n'ont généralement rien de particulièrement amical.
c'est des bras de fer qui se jouent à armes inégales. Et pas que, bien que ça soit loin d'être négligeable, mais pas que à cause de la disparité colossale des moyens financiers entre les partis, mais parce que, je dirais, à cause de l'écart radical de nature et d'importance de ce qui est en jeu pour l'une et l'autre des partis. Pour l'entreprise, dans ce contexte-là, il s'agit finalement de déterminer un montant, des compensations qui vont lui acheter la paix. De l'autre côté, pour les citoyens, ce qui est en jeu est proprement incommensurable. C'est leur qualité de vie, leur quiétude, la qualité de leur sommeil, c'est leur santé, c'est leur environnement. C'est leur profonde amertume par rapport aux plumes qui ont déjà perdu au fil des années leur santé mentale, leur santé physique, la valeur de leur maison qui a chuté, la fracture sociale qui déchire leur communauté. Et c'est aussi ce que j'estime être une indignation désemparée à l'endroit d'une classe politique puis d'un système judiciaire qui aura renoncé à les protéger. Mm-hmm. Cette scène-là de l'entente hors cours, de la négociation hors cours, là, cette scène en elle-même, en être réduit comme citoyen à s'asseoir face à face avec une société commerciale de cette envergure, hors cours, en être réduit à devoir négocier directement avec elle les conditions de sa reddition. Cette scène-là porte en elle-même la faillite du droit. C'est difficile d'imaginer un exemple plus patent de ce que c'est le droit du plus fort. Quand on a une société privée qui peut se permettre de se soustraire au système de droit commun, là, auquel vous et moi, par ailleurs, on est assujettis, mais qui, en plus, peut, à l'usage et à l'usure, faire dicter sa loi, littéralement. Ça fait maintenant 13 ans que les camions entrent et sortent du trou. Ça veut dire 600 millions de tonnes de cailloux, pour environ 6,1 millions d'onces d'or. Des chiffres si gros qu'on n'arrive pas vraiment à se faire une idée. Il faut quand même faire un petit calcul rapide et arriver au résultat suivant. 10 milliards de revenus. Puis ça, c'est juste pour la première fosse parce que la deuxième, elle commence juste à être dynamitée. Je pensais pas que cette aventure me mènerait jusqu'à l'autre bout de la province, en Gaspésie. Une région sans réelle mine active. Pourtant, je viens d'apprendre à la radio qu'Osisco veut étendre son territoire vers l'est. Un projet de mine de cuivre dont veut se départir la gigantesque Glencore. Can you tell us a bit about one of the projects Osisco has in Gaspésie? Yeah, that's a new opportunity that appeared last year. And what does it looks over there? I mean, there's the city, there's the mine right next to it. Mm-hmm. Similar situation to Malartic. Old mining town, mine closed down. In case of Gaspé Copper, it closed down in 2003, I believe. So it's been almost 20 years of trying to survive the post-mining downturn. So, of course, like many small mining towns, the town shrinks significantly, a loss of a certain number of services. So now it's a chance to rekindle. Like Malartic, it's a process of keeping the population informed of all the steps of the project. I already told them if it goes into production, it won't be for another 5-6 years. So no need to panic. It's a process that takes a lot of time, and so everybody's on board. So it's a question of being transparent, and so far it's going well, actually. And Town Council of Murdochville is supportive.
c'est des situations malheureusement classiques. Tu sais, si tu es toujours dans la logique, comme on est encore au Québec, développer économiquement, c'est ça qui sauve les régions, puis plus le projet va être gros, plus il va avoir des retombées positives, bien, à quelque part, il y a du monde qui va être prêt à faire beaucoup d'entorses pour arriver à ce que ça marche. En même temps, mais tu sais, les municipalités, ils ont tellement pas de moyens, ils sont tellement pas préparés à ce genre d'arrivée là. Ils n'ont pas le pouvoir de négocier, ils n'ont pas les conseils de personnes autour. Puis, tu sais, on peut pas les blâmer, on peut dire, ben ils ont fait juste ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez appris que le projet arrivait? Mon chum, lui, il lit les journaux le matin, puis il dit la mine va réouvrir, Deliska. J'ai dit arrête. J'ai dit franchement, non, c'est impossible. Impossible? Comment on le sait pas, nous autres, là. Mais c'était ça. Moi, j'ai reçu un téléphone après ça des ressources naturelles qui me disait que il y avait une annonce qui allait être faite là, pour de Ossisco. Moi, je ne connaissais même pas la compagnie. Ça fait que j'ai dit, ben attends, moi, tu sais, je ne m'avasserai pas. Je ne sais pas. Il y a des journalistes qui m'ont appelé, ils ont dit, est-ce que vous savez... Non, je ne savais pas. Puis j'ai peur de ça. Ils n'ont pas d'affaire à me dire ça en premier à moi. Tu sais, je veux dire, ils vont dire ça à leurs actionnaires. Mais j'ai dit, moi, là, je l'ai appris. Comme vous autres, je l'ai appris. Pour ça, les téléphones sont mis à sonner, là. Puis moi, j'ai juste expliqué ça. J'ai dit, ça fait partie de leur prérogative. Puis c'est à eux autres à décider quand est-ce qu'ils nous avertissent à nous autres. Puis ils vont venir nous rencontrer certainement parce qu'ils sont chez nous, là. Fait que c'est ça. Ça a été comme ça. Puis après ça, on a eu des rencontres. Ils ont eu une rencontre, une première rencontre avec le conseil municipal, puis une deuxième rencontre au centre communautaire, parce que nous autres, on voulait comme, pas se dissocier, mais pour pas être mal à l'aise dans nos bâtiments. Alors, les gens, il y avait au-dessus de 125 personnes à la réunion publique, puis ça a été très, très bien reçu. Très, très bien reçu. Ils ont bien expliqué ça. C'est des professionnels, je veux dire. Puis ils ont déjà travaillé ici. Ils connaissent les gens. Fait que, ils ont bien expliqué ça. Puis ça a très bien été. C'est pour ça qu'on a reçu, quand on a dit, par exemple, l'acceptabilité sociale ici, les gens, ils savent de quoi ils parlent parce qu'eux, on a connu, quand il y a eu une fonderie, on a connu des choses. Tu sais, je veux dire, l'environnement était moins préservé. On a connu ça, mais maintenant, on dit, toutes quand ils vont arriver, nous autres, on va avoir nos exigences, puis ça va bien aller. Ça fait que, ouais. Qu'est-ce que vous pensez que la ville va devenir dans 10-15 ans? Seigneur, si ça s'avère concluant, comme on dit, là, c'est véritablement, ça va être une ville... ça va être que... Vous êtes déjà allé à Malartic? Hein? Ben, moi, j'ai eu un documentaire sur eux, là, tu sais, puis ce qu'elle était avant, puis ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de toute beauté, là, je veux dire, ils ont mis des belles choses. Puis... Mais, tu sais, avec de l'argent, là, tu fais des belles choses. Donc, pour toi, c'est une forme de repérage, mais c'est quoi ta démarche après ça? C'est l'anthropologie, on essaie de comprendre l'expérience des humains dans différentes situations. Donc, c'est quoi être un citoyen à Murdochville? Mais au-delà de l'immersion, maintenant, je pense qu'il faut comprendre aussi le fil de l'argent. Je pense qu'il faut comprendre comment l'argent conditionne les politiques publiques, conditionne les activités minières,
conditionne justement qu'est-ce qui fait que le projet va s'avérer ou pas. Parce que la minière, elle, est pas juste locale, elle est internationale. Ils détiennent un moton de pouvoir, puis les citoyens en ont une petite poignée. C'est là, moi, où c'est dérangeant, surtout quand les citoyens n'arrivent pas à parler.